Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée au transistor bipolaire. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la structure interne du composant, à son fonctionnement, son symbole, ainsi que les formules de base. On va partir de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la diode. On l'a étudié précédemment et on a vu qu'au niveau de la diode, on avait une jonction. Donc on avait une zone P et une zone N, et entre deux, on avait la jonction qui se formait. Donc on avait la zone P, l'anode, et la cathode du côté N. Et on avait le symbole suivant qui représentait la diode. Maintenant, si on passe au transistor, on va avoir trois zones. Par exemple, premier type de composant transistor, c'est le NPN. On va avoir une zone supplémentaire N qui est ici. De ce fait-là, on aura deux jonctions entre la zone N et P, et une deuxième jonction entre la zone P et N. On ne va pas retrouver le terme d'anode et cathode, mais on va retrouver le terme de collecteur et d'émetteur, et on va avoir une troisième entrée qui est ici, qui va s'appeler la base. On va retrouver nos deux jonctions, donc on peut ici imager notre composant transistor par un circuit avec deux diodes. Ici une diode PN contre le haut, et ici une diode PN contre le bas, avec la base qui est ici au centre. On a un deuxième composant transistor qui est le PNP, dans lequel on va retrouver nos trois zones, mais ici on aura PN et NP, à la place d'avoir NPN. Donc on a de nouveau deux jonctions. On va retrouver ici la troisième entrée qui est la base, et on va retrouver nos entrées collecteur et émetteur, mais cette fois on va les mettre avec l'émetteur en haut et le collecteur en bas. On verra par la suite, pour avoir les courants qui vont de haut en bas, le courant va circuler dans le sens inverse, donc on va mettre l'émetteur en haut et le collecteur en bas. Au niveau du circuit à diode équivalent, on va retrouver une diode entre P et N, et ici une diode qui va de bas en haut, ici entre P et N du collecteur à la base. Voilà. Donc on voit que ici, dans une diode, on a une jonction, alors que dans le transistor, on en a deux. Maintenant, si on regarde au niveau des équivalences avec des circuits à diode, on voit qu'ici, le courant ne peut pas descendre, parce que la diode du haut bloque, et le courant ne peut pas monter, parce que c'est la diode du bas qui bloque. Dans le cas du PNP, le courant ne peut pas monter, parce que c'est la diode du haut qui bloque, et il ne peut pas descendre, parce que c'est la diode du bas qui bloque. Dans ce cas-là, on voit que le fonctionnement n'est pas celui d'une diode, mais on a bien un fonctionnement spécial lié au transistor. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour étudier ce fonctionnement, on va prendre comme exemple le transistor NPN. On pourrait faire la même chose avec le PNP. Déjà au niveau de la construction, on va retrouver des dimensions mécaniques pour les trois zones qui sont différentes. On a l'émetteur qui est de taille moyenne, le collecteur qui est la zone la plus conséquente, et pour que le transistor fonctionne de manière correcte, on a la base qui doit être de taille très réduite. Maintenant, si on alimente notre transistor, ce qui va se passer, la première chose, c'est qu'on a des électrons qui vont sortir du moins de l'alimentation et qui vont venir dans la zone N. Et en fait, on va remplir la zone émetteur d'électrons. Une fois que ce niveau d'électrons est suffisant, on a l'enjonction base-émetteur qui va laisser passer les électrons et la zone de base va se remplir. Une fois qu'on atteint ce niveau-là, il ne se passera plus rien parce que la jonction base-collecteur est en sens inverse, donc les électrons ne vont pas pouvoir circuler dans ce sens-là. Et tant qu'on ne va absolument rien faire, il ne se passera rien. Le transistor est ici figé. Pour qu'il se passe quelque chose, ce qu'il va falloir faire, c'est arracher un électron de la zone base, ici, et on va l'arracher ici par l'alimentation.
Et on va regarder ce qui se passe. On se retrouve ici maintenant avec notre électron ici qui a disparu. Et les électrons qui sont ici du côté émetteur, eux, vont voir la zone où l'électron est disparu, c'est-à-dire on a un trou libre, une charge positive, et les charges négatives qui sont ici du côté émetteur vont voir ce trou, donc cette charge positive, elles vont être attirées. De ce fait-là, les électrons vont se déplacer, et il n'y en a pas qu'un seul qui vont se déplacer, il y en a toute une série qui vont se déplacer ici, venir à cet endroit-là. Au moment où le premier électron a pris la place vacante, les autres électrons vont être, entre guillemets, coincés. Ils ne vont pas pouvoir prendre la place qui est ici, ils ne pourront pas revenir en arrière, et ils vont être attirés par le positif ici de l'alimentation ion collecteur, et ils vont sauter par-dessus la jonction base collecteur qui est en sens inverse, et venir ici. C'est ce qu'on appelle l'effet transistor. Voilà. Cet effet-là n'apparaîtrait pas si la base était de taille beaucoup plus grande. Donc c'est pour ça qu'on a la base qui est de taille réduite. Maintenant, au niveau des électrons qui sortent de la base ici et ceux qui vont sortir du collecteur, on a un rapport qui est fixe, qui dépend de la construction du transistor. Et ce rapport entre les électrons qui sortent du collecteur et ceux qui sortent de la base s'appelle le gain du transistor. Pour décrire le symbole du transistor bipolaire, on va repartir de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la structure interne de nos composants, ici NPN et PNP, avec les circuits équivalents à diode. Maintenant, pour le symbole du transistor, on a pour le NPN celui-ci, donc on va retrouver ici une forme de base avec une flèche ici. Pour le PNP, on va retrouver le même symbole avec une flèche qui est là. Maintenant, pourquoi la flèche est ici dans le NPN et à cet endroit-là pour le PNP? Cette flèche vient du fonctionnement du transistor. On a vu que pour que le transistor fonctionne, il faut qu'il y ait un courant qui circule dans la jonction base-émetteur. Si celle-là ne fait rien, il ne se passe rien au niveau du transistor. Donc c'est cette diode ici, base-émetteur, qui est maître du fonctionnement du transistor, et on la représente ici. Donc on a notre jonction base-émetteur qui est là. Et on va la retrouver ici, vu que dans le transistor PNP, on a ici, on va placer l'émetteur et la base, donc avec l'émetteur qui est en haut. Voilà, et on le trouve ici. Maintenant, cette flèche va aussi montrer le sens du courant, si on regarde bien. Le courant IB entre dans la base et ressort par l'émetteur, et il entre par le collecteur et il sort par l'émetteur. Attention, on ne s'est pas trompé avant dans l'explication. Ici, on voit que les électrons sortent de la base, sortent du collecteur et entrent dans l'émetteur dans le NPN. C'est bien ce qui se passe ici. Je rappelle que le sens conventionnel du courant est à l'inverse du sens des électrons. Donc on a ici le courant qui entre dans la base, qui entre dans le collecteur et qui ressort par l'émetteur. Dans le cas du NPN, le fonctionnement est le même, seulement les sens du courant et le sens des déplacements des électrons sont inversés. Donc on a le courant d'émetteur qui entre, le courant de base qui sort et le courant de collecteur qui sort. On va terminer cette vidéo en décrivant les formules de base liées au transistor bipolaire. Pour ceci, on va reprendre les symboles ici du transistor NPN et du transistor PNP. Lors de l'étude du fonctionnement du transistor bipolaire, on a vu que pour qu'il y ait des électrons qui sortent du collecteur, il fallait qu'on arrache un ou plusieurs électrons de la base. Donc c'est le courant de base qui va piloter le courant de collecteur. Et on parle de amplificateur de courant. On dit que le transistor bipolaire fonctionne comme un amplificateur de courant. Attention, il ne va pas créer du courant au collecteur. Il n'a pas cette capacité-là. Lui, il va piloter un courant de collecteur. Donc à partir d'un petit courant de base, on va piloter
un courant de collecteur plus conséquent. Ceci est vrai pour le transistor NPN et PNP. Ce gain, on va l'appeler βCC ou HFE. On a deux représentations différentes pour parler de la même chose. Attention, le HFE, c'est un H minuscule et un FE majuscule. Mais qu'on utilise βCC ou HFE, le gain du transistor, ce sera toujours IC divisé par IB. Donc le courant de collecteur divisé par le courant de base. Donc on peut voir, en transformant cette formule, que le courant IC, le courant de collecteur, est égal au courant de la base fois le gain. D'où, ici la description, amplificateur de courant. Autre chose qu'on peut voir sur le symbole, on a ici le courant de collecteur qui rentre dans le composant, on a le courant de base qui rentre dans le composant, et on a le courant d'émetteur qui sort. Donc, on a deux courants qui rentrent et un courant ici de sortie. Donc, le courant d'émetteur est égal aux deux courants qui rentrent ici. Donc, IE est égal à IB plus IC. Et ceci est aussi juste dans le transistor NPN. Si on groupe maintenant les deux formules qui sont ici, on peut en faire une seule et on peut aller plus rapidement en faisant que IE est égal à IB fois βCC plus 1. Elle peut rendre service des fois à cette formule pour aller plus rapidement. Et on a un rapport autre que le βCC, c'est le rapport alpha-CC qui peut rendre service de temps en temps. C'est le rapport entre le courant de collecteur et le courant d'émetteur. Ce alpha-CC, certains datasheets de fabricants le donnent. Sinon, on peut le calculer à partir du βCC. Donc, il sera égal à βCC divisé par βCC plus 1. Ce alpha-CC, ce rapport entre IC et IE, sera toujours plus faible que 1. On arrive très bien à faire tous les exercices sans utiliser ce alpha-CC. Donc, on peut le négliger, on peut se débrouiller avec le reste. Mais, il va aussi nous rendre service, comme la formule qui est là en dessus, dans certains cas. Voilà, dans la suite de cette vidéo, on va regarder les caractéristiques du composant et après, on va l'incorporer dans un circuit et voir comment ça fonctionne. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.